Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award. Aujourd'hui, nous allons parler de Tilletum, un jeu de Daniele Taschini et Simone Luciani, édité chez Board & Dice en VO et chez Pixie Games en VF. Et dans Tilletum, la ville de Tielt en fait en Belgique, on va proposer d'aller avec un architecte et un chariot à travers l'Europe pour participer à la construction de diverses cathédrales qu'on va retrouver dans quelques pays, dans quelques villes importantes reprises sur le plateau. Ça, c'est l'idée du jeu. C'est pour ça qu'on a une grande carte ici pour le déplacement de notre architecte et de notre chariot. On va avoir à côté tout des dés. Ben oui, si c'était un board and dice, il faut des dés quelque part. On a des dés ici qui vont nous servir à faire nos actions. On va avoir des objectifs qui se trouvent ici au-dessus. Une piste du roi ici qui va représenter l'ordre du tour, comment on va se battre pour avoir l'ordre du tour à ce niveau-là. Des contrats à acheter, des personnages à placer sur notre plateau ici. On a toute une série de maisons qu'on va pouvoir installer dans les différentes villes avec des familles qui vont être représentées par des personnages et un blason tel que ceci qu'on va retrouver dans le jeu. On va alors jouer 4 manches. Chaque fin de manche va être représentée par un objectif à atteindre et dans chaque manche, on va prendre 3 dés qui vont être stockés ici sur notre plateau de jeu. Alors parlons un petit peu des fins de manche parce que c'est important pour se faire une bonne idée du jeu. À la fin de chaque manche, on va devoir être présent dans un endroit spécifique. Ici Tilletum, puis après les Psych, 3 Arles sont des tuiles que j'ai été piochées dans un panel possible d'endroits sur la carte. Et on va devoir être présent à ces endroits pour pouvoir scorer sur un objectif qui a été tiré au sort, ça aussi c'est tiré au sort, où on va retrouver chaque fois un chiffre de base plus un chiffre de la tuile. Ceci est considéré comme étant un cartouche, donc comme s'il y avait des parenthèses, donc 2 plus 3, fois un objectif. Objectif qui va être ici spécifiquement des personnages placés en 2e et 3e étage de mes maisons. Et donc selon le nombre de personnages que j'aurai en 2e et 3e étage, je vais faire une multiplication. Si j'avais 2 personnages ici, ça ferait donc 2 fois la totalité ici, 2 fois 5, 10 points de victoire à la fin de cette manche-là. Pour peu que je sois présent, alors la présence est définie par quoi? La présence est définie soit par une maison, et l'avantage du premier objectif, c'est que tout le monde est toujours présent dans le premier objectif, puisqu'on a chacun une maison de base à Tilletum qui se trouve ici, ou être présent avec son chariot. Donc on pourra soit avoir son chariot présent dans les autres lieux, soit construire des maisons, sachant qu'il n'y aura pas des espaces pour tout le monde au niveau des maisons, c'est assez clair à ce niveau-là. Et on va donc avoir le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième lieu. Et chaque fois sur la carte, on a un petit rappel du lieu en question. Donc le premier, c'est Tilletum. Si je veux scorer à la fin de la manche 2, je peux avoir mon chariot ici, ou je pourrais avoir une maison ici. Et il y a une seule maison présente à Leipzig, dans mon exemple ici. Donc on va devoir déplacer son chariot, construire des maisons, ça me semble déjà assez clair, pour pouvoir profiter du bonus. Maintenant, rien ne dit que l'on le fera systématiquement, ce n'est pas une obligation d'avoir tous les bonus pour absolument gagner, mais ça reste des choses qui vont vous rapporter des points de victoire. Donc toujours bien ici, l'idée, je fais la somme des 2 valeurs dans le cartouche que je multiplie par, selon ce qui est demandé ici, ce sera avoir une maison plus une colonne égale 1 fois 1. Donc 2 maisons, 3 colonnes, ce sera 1 fois 2 seulement, c'est le plus petit des deux. Et on va chaque fois avoir des objectifs ainsi qui vont varier. Je ne vais pas les passer tous en revue, vu que ça va dépendre effectivement de votre partie pour vraiment savoir ce que vous allez avoir comme objectif. Mais gardez en tête qu'à chaque fin de manche, on va avoir cet objectif-là à atteindre. Maintenant qu'on a vu ce qui passait en fin de manche, voyons un petit peu le détail exact d'une manche. Chaque manche commence par jeter des dés. Ici, j'ai une mise en place pour 3 joueurs, donc je vais avoir 11 dés qui vont être tirés au sort. On va d'abord piocher les dés dans un sac. Ici, il y a plus de dés qu'il n'y a besoin à ce niveau-là. Ces dés représentent à la fois des ressources spécifiques et donc une valeur. Donc on va lancer les dés et on va les placer sur la roue ici, selon un endroit associé à la valeur du dé. Donc ça, c'est systématique. On va jeter les dés, on va voir un petit peu ce qu'on aura à disposition pour cette manche-ci. Une fois que tout ceci est fait, on va retourner un marqueur de corruption. Le marqueur de corruption, on va définir ici sur cette piste-là de combien on recule sur la piste. Donc c'est la piste du roi. Et ici, tout le monde recule de 1. On garde l'ordre de la pile ici parce que l'ordre de la pile définira l'ordre du tour. Le premier joueur étant en bas, donc on a bien rose, orange et vert, rose, orange et vert qui représentent l'ordre du tour ici. On pourra avoir des valeurs qui vont de 0 à 2 et donc potentiellement, en reculant de 2 à chaque fois, on arriverait ici à moins 10 points de victoire au bout de la manche. Mais voyons un petit peu comment on pourra compenser ceci. Et puisqu'on aura 3 tours dans une manche, au début de chaque tour, on va donc retourner un jeton et on verra de combien on recule. Une fois que c'est fait, dans l'ordre du tour, en commençant par le premier joueur, on va donc pouvoir prendre un des dés disponibles ici sur le plateau de jeu pour faire son action et recevoir les ressources associées. Alors, ressources associées, commençons par cela.
Le nombre de ressources va être indiqué sur le dé, et donc le type de ressource, ce sera la couleur. Le nombre d'actions va être indiqué ici sur la roue associée. Donc ici, si je prends un 6, j'aurai 6 ressources, mais j'aurai une seule action, un 1. J'ai une seule ressource, mais j'ai 6 actions. On a donc toujours un total de 7 sur l'ensemble des valeurs. Alors, parlons d'abord des ressources. On a 5 ressources dans le jeu, donc 5 couleurs de dés. Bon, le jaune, ça va être pour l'or. Le rose, ça va être pour la nourriture. Et puis, on a 3 couleurs qui sont très proches, trop proches l'une de l'autre. Ce sont le bleu clair pour l'enclume, le gris pour la laine et le gris foncé pour la pierre. Et ça, on regrette un petit peu ces choix de couleurs. On aurait pu avoir des couleurs un petit peu plus tranchées et avoir des jetons un petit peu plus faciles ainsi à associer. Mais qu'importe. Donc, je vais prendre un dé, prendre la ressource qui est associée à ceci et pouvoir faire un certain nombre d'actions. Donc, par exemple, si je prends ceci, je prends le dé, je le place là. C'est un rose de valeur 1. Je vais prendre une ressource de nourriture que je vais replacer ici. Et je vais avoir 6 actions associées. 6 actions associées de quoi? Cette action-ci, l'action qui va être l'action architecte. Mais en plus, il y a une tuile qui est présente là et je vais donc pouvoir prendre cette tuile-ci et la stocker dans mon tableau de joueur sur un des 4 emplacements que j'ai ici. Alors parlons des tuiles parce que c'est super important. Les tuiles qu'on a ici, quand on prend une tuile, il faut pouvoir la stocker. Mais je peux utiliser des tuiles immédiatement pour en libérer de la place, pour faire de la place pour celles qui arrivent. Par contre, je ne peux pas prendre la tuile, dire ok, je la défausse tout de suite pour faire l'action alors que j'ai pas de place ici. Non, vous devez pouvoir la faire transiter parmi vos 4 places, puis ensuite éventuellement la défausser pour la jouer. Et donc, une tuile ici qui n'a pas de besoin de spécificité, comme ici ce sera 2 déplacements pour mon chariot, je peux très bien la défausser tout de suite et faire l'action associée, à savoir 2 déplacements avec mon chariot. On va avoir des tuiles qui vont rapporter de l'or, des points de victoire, des actions spécifiques, on verra les actions qui sont dans le jeu. Et on va avoir des tuiles qui nécessiteront un prérequis plus lourd à faire, comme les blasons, pour pouvoir les placer, ou des prérequis qui vont être associés aux actions de la roue, comme ici un +1 sur le nombre d'actions que je vais pouvoir faire en prenant mon dé. Donc ça va faire des petits modificateurs, mais important, quand je prends une tuile, je dois pouvoir la faire passer par mon stock avant même de l'utiliser, même si c'est une action qui permettrait juste d'avoir des ressources par exemple. Donc je dois pouvoir la faire stocker ici. Je peux en stocker jusqu'à 4. Je fais l'action quand je veux, c'est une action libre, mais par contre, je dois pouvoir gérer cet espace-ci. Donc, je prends un dé, je prends les ressources, je vais faire l'action associée. Alors, une petite remarque, vous voyez qu'ici, sur le jeu, je n'ai pas de dé de valeur 5, donc je ne pourrais pas faire cette action associée qui est l'action couronne. Eh bien non, vous pouvez très bien dépenser de l'or, si vous en avez. 2 ors permettent de changer la valeur en +1, -1 d'un dé, sachant que de 6, on peut aller à 1, de 1, on peut aller à 6. Et donc, changer un dé pour le faire tourner et le mettre à un autre endroit. Si vous êtes dernier joueur et qu'en fin de manche, la dernière action ne vous intéresse pas par rapport aux dés qui vous sont présents, on peut dépenser de l'or et ainsi aller ailleurs. Si je dépensais 2 ors, je pourrais transformer mon 6 ici en 5, le placer là-bas et donc faire l'action qui est associée, prendre la tuile puisqu'elle est encore présente et donc me retrouver ainsi. Simplement, je vais dépenser 2 ors pour avoir un +1, -1 comme c'est indiqué ici. Donc l'or est un outil pour vous débloquer au niveau de cette roue ici d'action. Voyons maintenant ce qu'on peut faire comme type d'action possible. Des 6 qui sont ici, la plus simple, sans doute la couronne. Imaginons que j'ai dépensé 2 ors, j'ai fait déplacer le 6 en 5 pour le mettre ici, ce qui me permettrait d'avoir 5 enclumes, d'avoir éventuellement ceci si j'étais le premier à faire l'action, et d'avoir 2 actions couronne. Eh bien, les 2 actions couronne que j'aurais pu faire m'auraient permis d'avancer simplement ici sur la piste des couronnes. Il n'y a rien d'autre de plus à faire avec l'action couronne, on va juste avancer ici. Si on arrive à 15 et qu'on doit encore avancer, on perd tout ce qu'on pourrait gagner au niveau de l'avance. Simplement, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir mieux se placer pour le tour suivant, vu que celui qui sera le plus avancé ici sera le premier joueur. Et puis les autres, l'ordre du tour va être selon leur positionnement derrière. Et en cas d'égalité, celui qui est le plus bas qui passe avant. Autrement dit, le premier qui arrive quelque part, si jamais le vert arrivait ensuite ici parce qu'il fait aussi le même type d'action, eh bien ce serait rose, puis vert, puis orange lors de la manche suivante. Sachant qu'on va reculer ainsi un petit peu plus à chaque manche, eh bien être avancé ainsi pour peut-être gagner des points de victoire ou en tout cas en perdre moins, ça peut être intéressant aussi malgré tout dans le jeu. Donc couronne, je vais simplement avancer sur cette piste ici selon le nombre de points d'action que j'ai gagné. Ensuite, il y a 2 actions qui sont très proches l'une de l'autre et qui font globalement la même chose à un détail près. C'est l'architecte et le chariot. Les 2 vont me permettre de me déplacer et de ramasser des tuiles qui sont en chemin. À chaque fois, ça me coûtera une action.
La différence, c'est que l'architecte va me permettre de placer des piliers sur des endroits où j'ai des piliers ainsi pour construire des cathédrales, tandis que le chariot va me placer des maisons sur des endroits indiqués maison. Quand il y a un 4 et qu'on est 3 joueurs, on ne peut pas y placer bien sûr, où je vais ainsi installer des familles qui vont développer le renom et tout ce qui va avec. Donc je vais déplacer via le chariot des familles. Mais pour le reste, c'est la même chose. Prenons mon exemple ici, j'avais pris un petit 1 qui me permettait d'avoir 6 actions de type architecte. Et bien mon architecte, je peux le déplacer par exemple en faisant 1, 2, 3, 4, 5, 6 et aller me balader ainsi. Donc suivre les routes avec l'architecte, c'est une option. Mais ce qui est intéressant, c'est de ramasser le truc en chemin et de placer des piliers. 1, 2, je ramasse ceci. 3, 4, 5, je place un pilier ici. Et 6, je continue mon chemin. Ça que j'ai ramassé en chemin, je dois savoir le stocker. Donc toujours pas oublier que ça c'est super important de pouvoir stocker quelque chose ici. Et mon architecte l'est passé et il a été placé une petite colonne. Cette colonne me permet d'avoir un accès à la cathédrale qui se trouve ici et donc de pouvoir construire le premier niveau ou le deuxième au fur et à mesure du temps de la cathédrale. Une colonne permet de construire un niveau de cathédrale et on ne peut pas placer 2 colonnes par le même joueur au même endroit. Donc à chaque fois qu'il y a un nombre de colonnes de placer quelque part, ça va être le nombre de pièces de cathédrale qu'on va retrouver derrière. Ici, à mon tour de jeu, n'importe quand dans mon tour de jeu, parce que c'est une action libre, je pourrais dépenser ce qui est indiqué ici en dessous, à savoir 6 pierres pour avoir 12 points de victoire et 4 points de victoire parce que c'est la première tuile ici de cathédrale que je placerai à côté. Le prochain joueur qui viendrait placer une colonne ici, un petit pilier, pourrait alors aussi refaire l'action à son tour de jeu n'importe quand et personne d'autre que lui ne pourrait le faire vu qu'on a déjà mis les 2 couleurs, que moi j'ai déjà pris mon niveau. Il pourrait dépenser 6 pierres pour gagner aussi 12 points de victoire plus 1 parce qu'il reste ça et puis après il n'y a plus rien à construire. Donc les architectes vont me permettre de placer des piliers pour ensuite faire des constructions dès que j'ai les pierres nécessaires ici. Ici je ne l'ai pas encore donc je ne saurais pas le faire. Et je me mets juste en attente, sachant que j'aurai besoin d'un moment de 6 pierres pour réussir à faire l'action. Je n'en ai qu'une pour l'instant. Ça, c'est mon architecte. Mon chariot fait la même chose. Imaginons qu'ici, je prenne ceci ici, qui me permet d'avoir justement 6 pierres. Tiens, j'en ai besoin pour aller faire ça. Je gagne alors une action chariot. Mon chariot, c'est triste, mais il va avancer que d'une case, vu que j'ai qu'une seule action possible. Maintenant, j'ai fait mon action chariot. Je me dis, tiens, je vais dépenser mes 6 pierres que j'ai gagnées ici. Je dépense mes 6. Je fais donc 12 plus 4, 16 points de victoire. En une fois, me voilà à 26. Et ceci est sur le côté. Ce qui sera utile, parce que c'est un des objectifs que j'ai ici, à 3, d'avoir fait des constructions de cathédrales. Maintenant, il a avancé que de 1. Libre à moi de dépenser mon 2 et mon 3 pour le faire avancer plus loin. Par exemple, pour 1, je récupère ça. Donc j'avais 5 de mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. 5, il ne me manquera plus qu'une action pour pouvoir placer une maison ici. Ça, c'est ce que peut faire donc le chariot. Le chariot me permettrait de placer des maisons. Mais si j'ai une action plus tard dans le jeu qui permettrait de placer cette maison-ci, je me trouverai tranquille à Leipzig. Il n'y a qu'une seule place de maison, personne d'autre n'y viendrait. Donc, lors du deuxième décompte à Leipzig, je suis déjà présent. Donc, je pourrais partir avec mon chariot et ne plus m'en occuper parce que ma maison fait office de présence pour moi permettre de scorer ici les objectifs de Leipzig, à savoir 11 points de victoire à chaque fois que j'ai une maison et une colonne. Donc j'ai une maison et une colonne. Une fois 11, je m'assure déjà de 11 points de victoire tantôt. Si jamais je n'ai pas de maison ou si un autre joueur arrive aussi ici parce qu'il voudrait bien aussi scorer, eh bien il va devoir absolument rester avec son chariot ici à la fin de la deuxième manche. Son chariot doit être ici pour pouvoir scorer les points de victoire. Si le orange n'y est pas, eh bien il ne scorerait rien du tout, quand bien même il aurait 3 maisons et 3 colonnes. Donc ça c'est super important de ne pas oublier, le chariot me permettra de scorer. L'architecte, si un joueur envoie l'architecte ici, ça ne lui permet pas de scorer le deuxième niveau. C'est uniquement le chariot et ou la maison qui permettent de scorer à une fin de manche. Donc super simple, le chariot et l'architecte, me déplacer, ramasser des tuiles et poser pour l'un des colonnes, pour l'autre des maisons. Ensuite, on va avoir 2 actions qui sont assez proches. Ce sont les actions qui permettront de récupérer des maisons ou les actions qui permettront de récupérer des colonnes. Alors des maisons, pourquoi? Parce que cette action-ci va permettre d'aller chercher des personnages qu'on va installer dans les maisons. Et quand toute une colonne ici est remplie, que ce soit une colonne de 1 étage ou de 3 étages, je vais libérer la maison qui se trouve au-dessus. Par exemple, imaginons que je prenne le 2 ici, qui me permettrait d'avoir 2 lanes. Hop, je en avais une au départ. Eh bien,
je vais pouvoir aller chercher des actions, des points d'action associés à l'action bonhomme. J'ai combien? J'en ai 5. Et imaginons que je veuille faire plus que 5 actions, j'utilise mon plus 3 qui va augmenter donc mon nombre d'actions. Ça me fait 8 actions possibles. Alors 8 actions possibles, vous allez voir, je vais faire des actions qui vont me permettre d'avoir des autres bonus et compagnie. C'est pas toujours très clair. C'est pour ça qu'on a des petits marqueurs ici. Et on va aller prendre 8 marqueurs d'action. Voilà, celui-là il n'y est pas. Et mes 8 marqueurs d'action, je vais les prendre au fur et à mesure du temps pour montrer que j'ai déjà fait. Eh bien, je fais ma première action. Prendre un bonhomme ici, ça me coûte une action personnage. Je dois le stocker là, j'ai de la place, ça me fait une action personnage, c'est fait. Prendre un personnage, l'envoyer quelque part sur le plateau, ça va me coûter quoi? Ça va me coûter selon l'étage à laquelle je l'envoie. 1, 2 ou 3. Maintenant, je l'envoie au 3e étage, ça me coûte 3 actions. 3 actions pour 3e étage. Pourquoi est-ce que je le mets là-bas où ça pourrait me coûter moins cher en le mettant en dessous? Eh bien parce que à la première étape, il y a un avantage d'aller les placer en 3e et 2e étage pour avoir des points de victoire, 5 points de victoire par personnage que j'aurais placé en 3e, en 2e. Dans mon tirage ici, dans votre partie, ça sera peut-être totalement différent. Mais imaginons, je l'ai mis là, je récupère ce qui est indiqué en haut à gauche, donc ici, une pierre. Les autres personnages ont tous chaque fois un petit bonus, parfois on a plusieurs actions bonus, et on va ainsi avoir ce qui est indiqué en haut à gauche. On recharge immédiatement, on n'attend pas la fin de la manche, on n'attend pas même la fin du tour du joueur, on va recharger tout de suite ici et je vais pouvoir continuer à dépenser mes actions. Ce qui est important à savoir, c'est que dans une maison, on a un type de personnage. Donc ici, j'ai placé un personnage qui est un architecte avec un symbole d'architecte en bas à droite. Je ne pourrais placer que des personnages architectes. Et en plus, j'ai placé mon architecte dans une maison. Je ne peux pas en placer ailleurs. Je ne peux pas dire que je pourrais aussi mettre des architectes partout dans chaque zone de maison. Donc, un seul type de personnage dans une maison. Quand j'ai mis un type de personnage dans une maison, je ne peux pas le mettre dans d'autres maisons. Donc c'est maison unique au niveau d'un type de personnage. Il y a 5 types de personnages dans le jeu. Chacun peut avoir donc un type de maison. Imaginons que ma deuxième action, c'est prendre celui-ci. Je le prends là. Hop. Je vais pour 2 le placer ici. Mais en le plaçant, je récupère 2 actions. Donc je récupère 2 actions que j'ai été placées là-bas. Tout de suite, je remplis. Donc, acheter, ça coûte 1. Placer, ça dépend de l'étage. Et puis, ce que je peux aussi faire, c'est faire tourner en me disant, bah, tiens, tout ça ici, ça ne m'intéresse pas. Et donc, pour une action que je paye ici, je permets de enlever tout ça, le défausser et remettre 5 nouvelles valeurs. Voilà. Et donc, pouvoir directement rechoisir quelque chose d'autre. Ça ne me plaît pas, je peux repayer 1 et refaire tourner. Ici, imaginons que ça m'intéresse. Je décide de prendre celle-ci. Pour 1, je la prends, je la mets là. Et pour 1, mon dernier, je la pose. Je la pose ici. Ça permet d'avoir 2 mouvements de chariot. Mon chariot, je le déplace pour partir par là. Mais ma maison étant complètement remplie, eh bien, je vais pouvoir retirer cette petite maison-là, la placer ici. Et donc, libérer une nouvelle maison. Donc quand j'ai une maison dont tous les personnages de la maison sont placés, je libère le meeple de maison qui était au-dessus. Très simplement. Et je n'oublie pas de re-remplir quand j'ai pris quelque chose. Ça, ce sont les personnages. Ici, j'ai les contrats. Les contrats, c'est ici. Quand je vais prendre des actions contrats, ici par exemple 4, eh bien je vais payer ce qui est indiqué en dessous pour prendre le contrat, ou ici un blason. Donc je pourrais très bien prendre pour 1, je vais prendre ici un contrat comme ceci. Et pour 2, je vais prendre celui-là, qui se trouverait ainsi. Ça me fait 3 points dépensés, il me reste 1 point, qu'est-ce que je peux en faire? Eh bien, les contrats, avec 1 point, je peux toujours aller ici, avec 1 point, 2 points, 3 points. Tous les points que vous avez en plus permettent d'aller ici, sachant que ces points vous permettent de faire du change, prendre une ressource pour l'échanger contre une autre. Imaginons ici que j'ai envie de prendre une pierre et que je vais prendre à la place une enclume. Et quand j'ai fait mon premier échange, je reçois un bonus d'échange. Je prends une ressource de ce que je veux, et donc je pourrais très bien reprendre une enclume supplémentaire. Autrement dit, j'ai donné une pierre pour 2 enclumes. Attention, ce n'est pas pour chaque échange, ce n'est pas pour chaque point de contrat dépensé dans des échanges. C'est le premier point de contrat pour un échange qui donne un bonus de 1. Donc j'utilise 2 points de contrat, j'échange 2 ressources pour en recevoir 2 autres, et j'en prends une 3e au choix, mais pas 2 en plus au choix. Donc attention, le premier échange donne un bonus de ressources, mais pas l'ensemble des échanges donne chacun un bonus de ressources. Ici, on ne remplit pas directement vu que les prix changent. Quand le joueur a fini de jouer, on va simplement faire glisser et remettre les nouveaux contrats pour compléter la zone. Alors, les contrats que je les ai achetés, j'ai toujours pas libéré de pilier. Libérer un pilier, en fait, c'est
réaliser le contrat. On va payer ce qui est indiqué au niveau du contrat. Ici, le contrat, il me demande de payer 3 LAN et 3 ressources au choix, mais 3 fois les mêmes. Attention, quand il y a un petit sac, c'est le symbole de ressources au choix, mais quand il y a un chiffre devant, ça veut dire 3 fois la même ressource, même si elle est au choix. Mais par exemple ici, je pourrais payer 3 LAN et 3 enclumes, et je vais réaliser mon contrat. En ce faisant, je vais pouvoir le placer sur le premier espace de pilier disponible et je vais ainsi libérer mon pilier. Je vais gagner les points de victoire associés, à savoir ici 8 points de victoire. Voilà, 34. Si jamais il y avait un symbole de point de victoire en dessous, eh bien je gagnerai aussi les points de victoire en dessous de l'endroit où j'ai placé mon contrat. Donc la valeur du contrat plus ce qui est en dessous, plus 1, plus 2, plus 4, plus 7 et plus 12 pour le dernier, et libérer ainsi mes piliers pour aller faire des constructions ailleurs. Et donc on a les premiers piliers pour faire les premières constructions, mais par contre après il faudra absolument signer des contrats de construction pour pouvoir placer des piliers ensuite sur le jeu. C'est une action libre de payer pour un contrat pour le placer dessus, mais c'est une action contrat pour aller récupérer des contrats ici dans le jeu. Mais ces blasons que j'ai récupérés, à quoi servent-ils? Eh bien les blasons vont permettre de compléter totalement une famille. Une famille n'est vraiment complète que quand tous les étages sont remplis avec le personnage et qu'il y a un blason associé. Placer un blason, c'est une action libre aussi, mais qui va me coûter de la nourriture, cette fameuse nourriture ici, j'en ai encore que 2, et qui va me permettre de placer un blason quelque part. Pour 2, je pourrais le mettre ici, qui me rapporterait 5 points de victoire. Mais il y a un intérêt à les mettre dans les autres cases, parce que ici, je vais avoir un petit bonus, ce sont ces petits jetons bonus que je vais associer. Alors pour le placer ici, il me fallait 3 nourritures, ou alors je pourrais payer ce qui manque avec de l'or. Il faut 2 pièces d'or pour transformer 2 ors en une autre ressource. Donc imaginons ici que j'ai eu une deuxième pièce d'or quelque part dans le jeu. Et bien grâce à cette pièce d'or-ci, 2 pièces d'or me font une nourriture, plus 2 nourritures. J'aurai de quoi mettre mon marqueur ici sur cet emplacement-ci pour 3 nourritures. Je récupère alors 2 ressources de mon choix, je sais pas, par exemple de la pierre, et je place mon blason ici. Une fois que mon blason est là et que j'ai la maison complète, eh bien j'ai un plus 1, c'est indiqué ici, un plus 1 pour les 2 maisons, un plus 2 et un plus 3. Donc c'est le nombre d'étages en fait qui va définir ça. Et mon plus 1, je vais le mettre quelque part autour de la roue pour augmenter le pouvoir de cette roue-là. Où est-ce que je vais le mettre? C'est pas au choix. En fait, c'est le type d'habitant que j'ai ici. Ça, c'est l'habitant avec le petit chariot qui est mis en bas à droite. Là-bas, c'était l'architecte. Là-bas, c'est le personnage. Eh bien, je vais donc mettre mon plus 1 ici. À chaque fois que je ferai l'action, que je prendrai un dé ici, j'aurai un plus 1 par rapport au nombre d'actions associées. C'est comme avec le plus 3 que j'ai utilisé là-bas, sauf que c'est permanent, mais tout le temps sur un type d'action. Alors j'aurais très bien pu, si j'avais les moyens, placer ceci ailleurs, dans une maison qui n'est pas commencée, dans une maison qui est entamée. Ça, c'est pas un gros problème. Simplement, les autres bonus vont être différents. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici 2 trucs qui permettent de faire des téléports, le téléport de l'architecte et le téléport du chariot. Ouais, ok, il se téléporte pas vraiment, il se déplace très vite quelque part, ça revient au même. Et donc, si je l'avais écrasé ici, mon architecte qui était là, paf, vous pouvez l'envoyer directement à Vienne, sans aucun souci. Là, c'est pareil, mais avec le chariot. Ici, c'est permettre de construire directement une maison ou un pilier sans envoyer l'architecte. C'est le même principe dans l'autre sens. En écrasant ici, je prenais une maison et clac, je disais, ben, Arles, il faudra le faire avant la fin du jeu. Je m'y mets tout de suite. Si moi, j'envoie pas mon chariot, je n'ai pas besoin de le faire et c'est pas un souci. Donc, en l'écrasant ici, j'aurais été mettre ma maison, par exemple, là-bas sans aucun problème. Donc, ça, c'est un petit peu le type de bonus qu'on va avoir grâce au blason. Comme pour les familles, quand dans une maison j'ai mis un type de blason, je ne peux plus racheter ce blason-là, même pas pour faire du blocage, pour le mettre ailleurs, vu que je peux le mettre qu'une seule fois, ce blason-ci, dans chaque zone. Et il y a 6 blasons différents dans le jeu, et donc je vais pouvoir potentiellement remplir chaque case. Celle-ci ne me permet pas d'avoir de bonus plus 1, mais me permet quand même de considérer que c'est une maison complète dans le jeu. J'ai vu toutes les icônes d'action sauf une, mais qui est très simple. Ça va être le joker, parce que le joker, eh bien, ça permet de copier n'importe quelle autre action. Donc ici, si je prenais le 4, j'aurais 3 actions joker. Eh bien, je fais 3 actions architecte, 3 actions chariot, ce que je veux, mais je ne peux pas splitter. C'est 3 fois la même, c'est pas un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Et si j'ai un plus 1, je profite du plus 1. Donc si je fais 3 actions joker, mais ici, j'en aurai en fait 4, parce qu'effectivement, je vais profiter du bonus que j'ai sur le chariot. Voici donc pour le tour des actions possibles. Donc, je répète, à chaque fois que quelqu'un va prendre un dé, on va terminer le tour, on va révéler hop, la zone suivante. Par exemple, si c'était 0, ça ne bougeait pas. Tout le monde reprend un dé, clac, on révèle ici, hop, c'est moins 2. Tout le monde recule de 2. On commence d'abord par celui le plus en arrière pour ne pas que quelqu'un se chevauche et qu'on oublie, tiens, j'étais où, j'étais où. Et une fois que les gens ont les 3 dés, bon, on a fini la manche.
On va alors gérer les points de victoire de fin de manche ici. Il fallait être à Tiletum, tout le monde l'était, donc c'est la plus facile. C'est 5 points de victoire fois le nombre de personnages que j'ai au deuxième et au troisième étage. J'en ai 2 au deuxième ou au troisième. Et donc, ça me permettrait d'avoir 10 points de victoire dans ce trou-ci. Quand ça c'est fait, on le retourne, ça n'aura plus lieu d'être. On fera la suivante après. On va regarder où est-ce qu'on est ici. On va toucher les points de victoire associés. Donc, -1 pour le vert et pour le rose. Et -3 pour l'orange, dans un cas comme celui-ci. Celui qui était le premier, donc le plus bas et le plus à droite possible, va prendre le bonus, va le stocker, pour peu qu'il sache toujours bien le stocker. On va révéler le symbole suivant après à venir. On va prendre ceci, on va le remélanger pour ne pas savoir ce qu'on va avoir comme tirage à venir. Et on va replacer ça hop, ici. Et ensuite, tous ceux qui sont en négatif vont tous revenir devant en les remettant en hauteur et vont revenir à 0. Tout le monde en négatif repart à 0, mais tous ceux qui sont positifs restent là-bas où ils sont. Donc, les négatifs reviennent à 0, les positifs ne redescendent pas et donc profitent un petit peu potentiellement de leur bonus s'ils sont montés là très très haut, peut-être plusieurs fois rester devant et gagner les points de victoire associés. On ne recharge pas les tuiles qui ont été enlevées dans le plateau de jeu, donc ça c'est vraiment pour le début du jeu et pour tout le jeu les mêmes tuiles qui seront placées. Si des tuiles ici sont encore présentes, bon, évidemment j'ai pas un vrai plateau de jeu comme ça, on les laisse, par contre toutes celles qui ont été enlevées sont remplacées par des nouvelles et on va récupérer les dés de tout le monde, hop, les replacer dans le sac. Pour 3 joueurs on va repiocher 11 et les rejouer, et pour 4 joueurs on va repiocher 14. Donc, hop. Voilà, mes dés sont lancés. On va d'abord faire tourner la roue de une case dans le sens horloger et on va maintenant replacer mes valeurs. Voilà, c'est replacé maintenant sur la roue. Vous voyez qu'on n'a pas nécessairement toutes les ressources qui arrivent, un seul or, une seule pierre et de faibles valeurs encore. Pour potentiellement le déplacer ici pour 2 ors pour en avoir beaucoup plus, mais encore faut-il avoir de l'or avant au niveau du jeu. On va redéfinir l'ordre du tour, le rose devant, le vert est passé à la place ici et on va pouvoir repartir, lancer le tour, faire un 2 pour faire une descente supplémentaire et ainsi chaque joueur va pouvoir rejouer au fur et à mesure du temps, mais maintenant attention, dans le nouvel ordre du tour qui n'est pas nécessairement un ordre horloger. À la fin des 4 manches, on va pouvoir scorer des bonus de points de victoire supplémentaires de fin de jeu, à savoir selon le nombre de maisons complètes que j'ai libérées, blason plus personnage complet, donc ce qui me permet de libérer ces petits marqueurs-ci. Si j'en ai au moins 3, j'ai 5 points de victoire. Si j'arrive à libérer les 6, j'ai 30 points et on a les points de victoire selon les différentes étapes. On va prendre le nombre de maisons et le nombre de piliers que j'ai placés sur le jeu. On va multiplier l'un par l'autre, maison fois pilier. Bon là c'est 1 fois 1, c'est pas grand chose, mais c'est pas une vraie partie. Et les ressources qui nous restent, toutes les ressources qui nous restent ici encore, 4 ressources valent 1 point de victoire. En cas d'égalité, c'est le joueur qui est le placé le plus avant dans l'ordre du tour qui gagnera. Ordre de tour qui est défini lors de la dernière manche. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Les icônes de manière globale sont tout assez claires en ayant déjà vu les explications. Peut-être simplement ici, en plaçant une maison, c'est une icône qu'on n'a pas vue qui permet de réactiver tous les personnages d'une des maisons. Donc si j'avais une maison qui était remplie ou pas remplie, je peux décider que tous les personnages qui sont ici refont leur action en haut à gauche. Par exemple, celle-ci me permettrait de refaire déplacer mon chariot de 2 cases ou ici de récupérer simplement une pierre. Si j'avais plusieurs personnages ici, je réactiverais chacun de ceux-ci pour les utiliser. Voilà, comme vous venez de le voir, Tiletum, ce n'est pas très compliqué. On va juste reprendre des dés, des ressources associées à la valeur du dé, les actions associées à 7 moins la valeur du dé, somme toute, type d'action selon la position sur la roue, et on va simplement ainsi jouer 3 fois pour une manche, et puis 4 manches sur l'ensemble du jeu. Mais ce qui est bien dans Tiletum, c'est d'une part sa rejouabilité, parce qu'on a tout qui va pouvoir bouger d'une partie à l'autre, que ce soit les personnages disponibles, même la roue, la position des marqueurs de roue vont pouvoir être changés, ce qu'on doit faire à quel endroit va être changé, même une cathédrale pourrait être enlevée, la valeur des cathédrales selon le positionnement va changer, donc ça c'est vraiment très intéressant. Et au final, ce que c'est surtout, c'est la lecture de jeu. Dans Tiletum, au début de la partie, vous allez lire un petit peu le jeu. Qu'est-ce qui est intéressant, le plus intéressant, qu'est-ce que je dois faire en premier, en deuxième, est-ce que je vais viser ces points de victoire là ou pas? Ça c'est vraiment vous qui allez le définir. Quand je vois qu'ici j'ai 11 points de victoire à la deuxième manche pour les piliers et les maisons, je vais essayer de ne pas passer à côté de 22 points de victoire, à savoir les 2 piliers de base et les 2 maisons de base. Je pense que c'est relativement faisable. Par contre, aller viser les 4 points de victoire par blason placé,
En comparaison, la fin de jeu, c'est vraiment moins important, moins utile. Évidemment, ce sera des points qu'on va gratter, mais on parle de 4 points de victoire par action réussie à potentiellement 11. Et donc, ce sera plus facile de faire les 22 points de victoire ici que d'aller mettre 5 blasons là-bas au fond, que tout le monde va essayer d'attraper, qui ne sera pas nécessairement facile d'avoir vu qu'ils sont disséminés un petit peu partout dans le jeu. Et donc, cette lecture-là est très importante avant de commencer. Se dire toujours, je vais aller par ici, par là, et puis après voir par rapport à son positionnement. Est-ce qu'il faut revenir devant, pas revenir devant? Les personnages ici, c'est fort. Les contrats, c'est fort, parce que c'est beaucoup de points de victoire de fin de jeu. Et être devant quand on est tout au-dessus, c'est très intéressant aussi. J'ai vu des joueurs qui gagnaient en allant seulement une fois sur les objectifs, mais en étant par exemple ici au-dessus et en récupérant des points de victoire au fur et à mesure, des actions que les gens ne vont pas nécessairement chercher très vite parce que le jeu s'y prêtait. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant avec Télétoon, c'est que chaque partie va être différente. Chaque lecture de jeu va être différente, ça va cuiner parce que telle personne avant vous a justement pris le dé que vous aviez besoin pour faire ceci ou pour faire cela. Et avec l'habitude, on regarde un petit peu ce que les autres ont besoin. Et parfois, quand on a le choix entre deux options, on va prendre des moins celles qui vont ennuyer un petit peu plus l'autre joueur. Donc ça, c'est vraiment très agréable, très sympathique au niveau de Télétoon. On est vite dedans, les règles sont vite expliquées. Et donc, on démarre. Et même si la première partie n'est pas la meilleure que vous ferez, en tout cas, vous y ferez quelque chose à chaque fois et vous essayerez de développer un petit peu votre action. Même s'il y a plein de voies différentes, même si c'est lié à la lecture du jeu, il y a une chose qui est certaine, c'est que les tuiles que vous allez récupérer sur le plateau, comme elles ne sont jamais rechargées, eh bien, elles n'y seront plus pour les joueurs suivants. Ce qui veut dire que si vous y allez plus vite que les autres pour faire vos déplacements, c'est clair que vous allez récupérer des choses que les autres ne récupéreront pas. Encore faut-il savoir les stocker, mais en tout cas, ne pas se déplacer dans les premiers moments, c'est quand même laisser des tuiles aux autres. Vous aurez toujours un temps de retard qui ne sera pas récupérable plus tard dans les autres manches, même en étant premier joueur, faisant le déplacement lors d'une manche suivante avant les autres, mais ce sera trop tard parce que les premières tuiles seront déjà certainement parties. Donc effectivement, il y a de la lecture, effectivement, il y a des objectifs, mais c'est certain que ces tuiles-là restent très importantes dans l'ensemble du jeu. Donc un nouveau jeu en T sorti par Board & Dice avec des dés, à nouveau les Pixies ont suivi. Je pense que c'est une belle petite réussite et que le jeu aura un succès mérité sur le long terme parce qu'effectivement il est rejouable à l'envie. On revient dessus rapidement, c'est pas un Lacerda et donc on peut repartir facilement sur une partie même après plusieurs mois sans y avoir joué. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous et pour le reste, à vous de jouer. Bon jeu!